Donc bonjour à tous, merci d'être là. Ça me fait plaisir de ne pas vous voir, j'ai les trucs dans la gueule. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne connaît, un truc vachement obscur, la concaténation de chaînes de caractères. Donc quand j'ai soumis le talk, je pensais avoir un peu plus de temps que 45 minutes. Donc réellement, le talk il va se résumer à la concaténation de chaînes de caractères de 8 à 9. On n'aura pas le temps de voir les autres. Donc juste rapidement, je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ça veut dire que quand vous allez poser des questions, il faudra commencer par maître. Sinon, je réponds pas, je comprends pas. Donc je suis développeur sur l'OpenJDK. Donc s'il y a du code qui plante dans le JDK, c'est peut-être de ma faute. ASM, qui est un outil pour générer du bytecode. Là, c'est sûrement de ma faute. Tattoo, qui est un compilateur de compilateurs. Là, je suis le seul à l'utiliser, donc il n'y a pas de problème. Et Dragon, qui est un super langage dont on va parler un tout petit peu après. Là, je fais travailler mes étudiants dessus, donc il y a un peu plus de monde qui travaille dessus. Donc ça, c'est la partie développement. Je fais partie des gens qui rédigent les spécifications. Si on veut influer sur un possible futur de Java, donc on a ce qu'on appelle le JCP. Et donc, j'ai été expert pour les JSR 292, 335, 376. C'est-à-dire, basiquement, invoke dynamique, l'instruction de bytecode que vous vous en foutez. Les lambda, en fait, on s'en fout pas vraiment parce que ça utilise invoke dynamique. Et Jigsaw, j'ai une présentation demain exactement à la même heure sur c'est quoi Jigsaw et pourquoi ça va pourrir votre code. Donc, un petit exemple super simple. J'ai une splendide classe Hello, un main qui appelle ma fonction, enfin ma méthode Hello, qui passe en paramètre une chaîne de caractères, un entier, et j'utilise le plus pour faire la concaténation de chaînes de caractères, et oh magie, ça marche, ça affiche Hello Devox. Hello! Ouais, il y en a 3 qui suivent, merde. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le Java. Tout le monde sait écrire du Java. On va peut-être regarder un peu comment ça marche en dessous. Donc la première étape, c'est regarder le bytecode. Alors le bytecode, c'est du binaire, c'est pas très lisible, mais on a un outil qui s'appelle JavaP. Donc là, j'utilise la version 1.8, qui permet de visualiser le bytecode. Alors c'est moi qui ai rajouté les petites couleurs. C'est dommage, JavaP, il fait pas ça. En fait, c'est exactement la même chose. Hein. Le bytecode est relativement lisible. Je ne sais pas, peut-être il y en a d'entre vous qui ont un jour perdu du code source et qui se sont dit qu'il fallait reprendre le code source à partir du bytecode, non? Ou ce genre de choses-là. Les décompilateurs marchent relativement bien parce que ça marche assez bien. Les premiers trucs en rouge, là, c'est là où on fait le new. Vous notez qu'en fait, réellement, on fait d'abord un new et après un invoke spécial. On appelle le constructeur. D'accord, ça marche en 2 instructions. Bon, il y a un peu de bazar autour, mais c'est basiquement l'idée. Une fois que j'ai fait mon new de mon string builder, je vais appeler append avec ma chaîne de caractères, le Java long string, puis mon instruction verte qui fait le append avec le l'int, et après mon toString. Donc ce qu'on voit, c'est que même si j'écris des plus ici, réellement le compilateur il essaye d'être malin. Il essaye de dire, attention là, si à chaque fois que je fais un plus, je crée ma string intermédiaire, ça va créer beaucoup d'objets pour rien. Donc, je vais moi-même utiliser un string builder. Donc quand on fait des plus, en fait, depuis la version 1.0 de Java, ça date de super longtemps, quand on fait des plus, réellement, le compilateur, il transforme ça en string builder. Donc, basiquement, si vous avez du mal, ça correspond plus ou moins à ça. Si on était en Java. D'accord ? Alors réellement, le bytecode, c'est relativement marrant à lire, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien, pourquoi? Parce qu'on utilise tous une machine virtuelle qui a une propriété assez marrante, c'est qu'en fait, elle n'interprète pas forcément le bytecode. Elle interprète le bytecode au début. Puis quand elle trouve qu'elle l'a suffisamment interprété, parce que c'est relativement lent d'interpréter quelque chose, elle va transformer en fait ce bytecode directement en code assembleur et sauter sur le code assembleur. Donc on peut demander, c'est outillé, on peut demander en fait à la machine virtuelle réellement qu'est-ce que tu fais pour optimiser ce code-là. Alors réellement, là, ça fait rien parce que j'appelle ma méthode hello une seule fois, mais supposez qu'il y ait une boucle ou quelque chose de ça autour et qu'on appelle hello plein de fois. Donc, on peut demander, avec print compilation, quelles sont toutes les méthodes ou les boucles. Ça compile aussi l'intérieur des boucles, des fois. On peut demander, avec print compilation, qu'est-ce qui est compilé. Alors là, vous allez voir, il compile beaucoup de choses. C'est les 3 petits points. D'accord. Et ça va vous dire, j'ai compilé en assembleur la fonction hello de la classe hello. Et voilà ce que je vois. Les trucs qu'on voit, donc on a besoin de créer une string. Pour ça, on a besoin d'appeler le constructeur de object. On a des copy of range. Le copy of range, c'est pour prendre une partie et l'agrandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon string builder, il s'agrandit tout seul. C'est les choses qu'on voit. On peut noter quelque chose quand la machine virtuelle optimise, quand le JIT optimise, il n'optimise pas une seule méthode, mais il va regarder quelles sont les méthodes qui sont appelées par cette méthode, et quelles sont les méthodes qui sont appelées par cette méthode, qui sont appelées par cette méthode, puis quelles sont les méthodes qui sont appelées par cette méthode, par cette méthode, par cette méthode. Bon, ça va jusqu'à 10 habituellement. Ça fait un peu beaucoup. D'accord. Il s'arrête si le code qu'il va générer est trop gros. Donc là, réellement, ça descend pas trop profondément, mais c'est pour ça qu'on a l'indentation comme ça. Donc ça veut dire que mon JIT, il a réussi à voir globalement tous les appels que je faisais. Vous voyez, il y a marqué inline. Ça veut dire qu'il a pris le code de la méthode et qu'il l'a remis à l'intérieur de la méthode qui était appelante. D'accord? Ça veut dire que les deux codes vont être mergés et tout ce qui ne sert pas, ça va être viré. On peut voir le intrinsique ici, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des méthodes en Java où on croit appeler une méthode, mais réellement elles sont transformées automatiquement en code assembleur. C'est-à-dire que la machine virtuelle, elle-même, possède une description d'un certain nombre de méthodes, comme mat.min ou system.recopy. Et system.recopy, c'est directement du code assembleur qui est utilisé à la place. C'est ce qui fait que c'est... Alors bien sûr, ce n'est pas fait pour tous les appels, parce que c'est un peu chiant d'écrire du code assembleur. Parce qu'il faut le faire sur toutes les plateformes, principalement. Mais pour les appels les plus importants, la machine virtuelle va automatiquement substituer à un appel de méthode le code assembleur correspondant. Alors techniquement, ce n'est pas du code assembleur. Techniquement, c'est quelque chose qui va décrire le code assembleur. Une sorte de langage de niveau à peu près moyen qui décrit, sous forme de graphe, le code assembleur qu'il faudra générer. Alors ça, c'est relativement intéressant, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment quel est le code assembleur qui est généré. Donc je vais vous montrer le code assembleur qui est généré. Aïe. Comme vous voyez pas. C'est juste pour faire les 2 plus. Donc première chose, on peut demander avec print assembly d'afficher le code assembleur. Alors il va falloir me croire ici. Notez que j'ai mis la présentation sur Speaker Deck. Si vous voulez zoomer, vous pouvez voir réellement chaque instruction. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors en fait, techniquement, le JIT a une optimisation particulière qui s'appelle Optimize String Concat, qui est enable, qui est activé par défaut et qui fait à peu près ça. Quand j'ai hello devox 2016, la première chose qui va être faite, c'est pas de créer mon string builder et d'ajouter les trucs, parce que ça va être lent. D'accord? Une optimisation qui est faite, c'est de dire, je vais faire le truc en 2 fois. Je vais d'abord calculer la taille totale
de la chaîne de caractères que je veux créer. Alors pour hello, c'est facile, c'est une constante. D'accord. Pour devox que j'ai passé, je l'ai passé en paramètre. Donc on est obligé d'appeler le urllength. D'accord. Et pour 2016, ça c'est chiant, les entiers. Parce que en fonction de la valeur de l'entier, ça bouge un peu. Donc on a une fonction particulière qui s'appelle integer.stringSize, qui est capable de calculer la taille. Comment ça marche? C'est une boucle qui dit est-ce que mon nombre il est inférieur à 9? Si c'est inférieur à 9, alors c'est une... D'accord, ça prendra un caractère. Si c'est inférieur à 99, ça prendra 2 caractères, et ainsi de suite. Pour tous les trucs. Alors bien sûr, cette boucle-là, par contre, elle va être optimisée par le JIT. Donc ça, c'est la première chose qui est faite. La deuxième chose qui est faite, c'est tranquillement, on crée un tableau de la bonne taille. Et puis après, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller remplir les valeurs. Donc en interne, ça va utiliser integer.getChar, ça prend mon entier et ça l'écrit. Si vous regardez l'algo, ça l'écrit de droite à gauche. C'est pas super intéressant. Dans le cas de ma chaîne de caractères, dans le cas de Devox, on va utiliser string.getChar et ça va aller écrire directement Devox après avec les espaces. Et à la fin, pour placer hello qui est une constante, directement en assembleur, il va faire des moves en fait. Il va recopier d'un tableau vers l'autre tableau. Comme il n'y a pas beaucoup de valeurs, ça n'utilise pas Eurecopy. Le JIT est suffisamment intelligent pour voir si la taille des trucs est grand ou pas, puisque c'est une constante. Si c'est trop grand, on fait des Eurecopies. Si c'est trop petit, on copie avec des moves, ça va plus vite. D'accord? Donc, si on était en Java, réellement, ce qu'on a, c'est ça. Mes plus sont transformés par le compilateur en stringbuilder.append, et mon JIT derrière transforme à peu près en ce code-là. C'est le code écrit en Java correspondant. D'accord? Qui est... Alors c'est à peu près ce code-là. Le new char, on va voir exactement que c'est pas ce code-là. C'est quasiment ce code-là qu'on pourrait écrire si on était en Java. Donc c'est une optimisation qui est faite de façon routinière par la VM. Je crois que l'optimisation est écrite pour la version 5 de la machine virtuelle, mais mis par défaut qu'à partir de la version 6. D'accord? Maintenant, un petit jeu. J'ai un splendide benchmark. D'accord? Et je me pose la question, qu'est-ce qui va le plus vite entre... Alors ce que je veux faire, c'est prendre un entier et le voir sous forme de chaîne de caractères. D'accord? J'ai plus ou moins la façon crade de l'écrire, qui est de faire guillemets, guillemets plus x. D'accord? D'accord? Je peux utiliser integer.toString, qui est la méthode où normalement on lui passe un int et ça renvoie la string. D'accord? Qui fait ce qu'on veut. Et on a aussi string.valueOf. Si vous regardez le code de string.valueOf, il appelle integer.toString. D'accord? La question qui était posée sur Stack Overflow, c'est quoi le plus rapide? C'est pas exactement la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi la concaténation de chaînes est plus rapide que d'appeler integer.toString? Alors c'est pas moi qui ai fait les mesures, je suis nul en mesure de perf. Il y a un framework qui s'appelle JMH qui permet de faire des perfs, mais je suis toujours aussi nul pour configurer le framework. Donc par contre, il y a quelqu'un chez Oracle qui s'appelle Alexei Shipelev, c'est lui qui a inventé JMH, et c'est lui qui a gentiment fait les mesures. Donc je le crois, ça doit être les bonnes mesures. C'est pas un problème de mesure ici. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi la concaténation est plus rapide? Allez-y, levez la main. Dites n'importe quoi, c'est pas grave. Hein? À cause des optimisations. Oui, en fait, c'est une optimisation. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a une optimisation. Mais quand on regarde l'optimisation, c'est plus ou moins ce que devrait faire integer.toString. Ça calcule la taille et puis après, ça met les trucs. En fait, si tu regardes le code de integer.toString, c'est exactement ce qui est fait, ce qui est écrit en Java. C'est-à-dire, le code de integer.toString, c'est exactement un code qui ressemble à celui-là. Ça va utiliser integer.getChars.
En fait, c'est une histoire avec le tableau, ouais. Si j'écris mon code comme ça, quand on crée un tableau en Java, que fait Java juste après avoir créé le tableau? Il met des zéros dedans. Mais dans le cas où on fait la concaténation, comme c'est le JIT qui a calculé la taille, il sait que c'est la bonne taille de chaîne de caractères, donc il ne va pas mettre les zéros. Donc c'est juste ça la différence de performance. C'est quand on fait la concaténation de chaînes de caractères, comme la taille est calculée par le JIT, on sait que c'est la bonne taille, on n'a pas besoin de mettre des zéros. Notez que c'est en nanosecondes, hein, on s'en fout en fait dans la vraie vie. La différence entre les trucs. Donc c'est super génial. Optimize string concat, ça marche super bien. Bah en fait non. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de passer une string, j'envoie object? Notez que mon code est strictement identique en termes syntaxiques. D'accord, je fais toujours mes plus. J'ai juste dit, ma méthode hello prend un objet. On peut regarder qu'est-ce que le JIT génère. Voilà le code assembleur qui est généré. Alors là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a 290 lignes en plus là? Bah, l'optimisation, elle n'a pas marché. Il n'a pas été capable. Et là, c'est le code en fait qui crée les string builders, qui fait les append, et ainsi de suite, qui est appelé, qui est beaucoup plus gros. On est tombé. Ah! Donc c'est le principal problème des JIT. C'est le principal problème de tous les back-ends des compilateurs. C'est pas que les JIT, c'est pas lié à Java. Tous les back-ends des compilateurs, ils marchent de cette façon-là. On reconnaît un certain pattern. Wow, c'est le pattern que je connais, je sais générer le code assembleur pour celui-là, il va être hyper optimisé. Et si on est juste à côté du pattern, raté. Est-ce que vous savez comment on trouve les patterns dans le code Java? Parce que je vais vous apprendre un truc qui est génial en Java. Bah, on prend un certain nombre d'applications qui sont les applications les plus utilisées et on regarde comment les développeurs ont développé. Les applications les plus utilisées, d'accord, c'est les serveurs web en Java EE qui datent des années 2000. Donc si vous écrivez un code intelligent, ça ne sera pas vu comme étant intelligent par le JIT, il ne va pas reconnaître votre code et il ne va pas l'optimiser. Si vous écrivez le code le plus bourrin que vous connaissez, d'accord, le plus simple, ça sera reconnu par le JIT qui va l'optimiser. Ah, vous aurez au moins appris quelque chose. D'accord? Plus vous codez comme les autres, plus votre code ira vite. Quoi que cela veuille dire. Si je reviens à mon problème, je vais vous expliquer pourquoi le JIT n'arrive pas à optimiser. Bah, réellement, c'est transformé comme ça. Alors, je ne vous ai pas mis le code JavaP, je vous ai mis directement le code Java correspondant au code JavaP, au bytecode, quoi. Techniquement, si j'ai un objet, je dois appeler toString. D'accord? Et là, j'ai un appel polymorphe qui peut sauter un peu n'importe où. Moi, je l'appelle avec une string, mais ça pourrait être appelé avec autre chose. Et le problème de l'optimisation, c'est que cette optimisation, d'accord, si elle ne marche pas, parce que ça peut arriver que ça ne marche pas, que le code ne marche pas, par exemple, quand on fait un toString, le code qui va être généré, si je l'appelle que avec string, le code qui va être généré, ça va considérer dire bah, est-ce que mon objet c'est une string? Si c'est une string, bah, j'ai rien à faire en fait. D'accord? C'est le code qui va être généré. Mais si j'appelle avec un integer un jour ou l'autre, bah, la machine virtuelle elle va devoir jeter le code et retourner sur l'interpréteur en disant oh merde, le code assembleur est plus valide, il faut que je dans le futur, si c'est réutilisé, que j'en génère un nouveau. Mais l'optimisation Optimize String Concat, quand elle reprend pour retomber dans l'interpréteur, elle reprend au début du New String Builder. C'est comme ça que ça a été codé, parce que sinon c'est trop compliqué à coder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des effets de bord dans les append, le truc ne sera jamais optimisé. Parce que si on fait des effets de bord, on ne va pas pouvoir ressauter dans l'assembleur, enfin dans l'interpréteur, au début du
new string builder. Parce que l'utilisateur, il va le voir qu'on va appeler 2 fois toString. Alors ça, bien sûr, d'accord, c'est parce qu'en Java, on a le droit de faire des effets de bord dans le toString. Personne ne fait ça, hein. Vous avez déjà essayé de faire des effets de bord dans toString? C'est génial. Moi, j'ai des étudiants qui font ça. Après, ils lancent le debugger, et à chaque fois qu'ils visualisent la variable, ça change de nom. Ah, ça vous fait rire, hein. D'accord? Donc en fait, c'est même un peu pire que ça. Dès qu'on fait des effets de bord, ça ne marche pas. Le new string builder append de value++, ça ne marche pas. C'est un effet de bord. D'accord? Si on fait un append d'une string ou d'un double, enfin d'un long ou d'un double, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on est au niveau du JIT, il faut qu'on connaisse la façon dont on va transformer les longues en chaîne de caractères, la façon dont on va transformer les doubles en chaîne de caractères, et le code d'Optimize Concat est déjà trop gros. Donc c'est juste des trucs qui ne sont pas câblés. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une super optimisation, mais il faut qu'on tombe pile aligné avec. Sinon c'est la merde. Alors bien sûr, c'est un truc super connu. Vous connaissez tous, hein, le problème? Ben non, en plus on est nuls. C'est les gens qui développent l'OpenJDK. Parce qu'on n'est pas capable de dire ce genre de choses-là. Donc l'idée, ça va être de résoudre le problème. C'est ce qu'on a fait en Java 9, on a résolu le problème. Donc on va se poser la question. Ouais. Vous testerez avec votre application, d'accord? Et on verra. Mais c'est ça l'idée. D'accord? L'idée qui peut être relativement simple, ça consiste à dire, si je veux pas d'effet de bord, d'accord, j'ai qu'à prendre mes trucs et faire mes toString avant. Alors techniquement, hein, c'est pas toString, c'est string.valueOf, on a le cas du nul, où il faut faire attention. Haha, c'est ça l'idée. Notez-le, haha. En fait, ça marche pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce que le toString, il peut faire des effets de bord, comme je vous ai dit, et on va pouvoir être capable d'observer qu'on fait le toString avant de faire les append. Si le append plante, on aura quand même fait le toString. Donc si le premier append plante, avec un out of memory error, on aura quand même fait le toString. Zut. Un langage à la con, Java. D'accord? Notez que si on n'a pas d'effet de bord, on n'a pas de problème. Notez qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui, même s'ils n'ont pas d'effet de bord, utilisent ce truc-là, ce qui est dommage. Autre idée, on va rajouter une méthode. Donc on va faire les concats, on va faire les toString au niveau des choses, enfin au niveau de l'appel à la méthode, et je vais rajouter une méthode synthétique qui sera générée par le compilateur. Ça marche pas bien parce que ça veut dire qu'on rajoute du code dans les points classes. D'accord? Il y a des gens comme Facebook qui sont déjà aux limites du code qu'on met dans des points classes, et ça va péter leur truc. Donc c'est un des problèmes qu'on a avec le format des points classes, qu'on connaît depuis très longtemps. C'est que c'est un format où on a beaucoup de choses qui sont encodées en disant ce truc-là, j'aurais pas plus de X méthodes sur 16 bits. En Java, on ne peut pas avoir plus de 65 535 méthodes dans une... Vous allez me dire, ça fait beaucoup quand même de méthodes à écrire. Oui, mais on utilise des générateurs de code. Et pour eux, ça ne fait pas beaucoup. D'accord? Il y a un truc qui est pire, c'est que dès qu'on écrit des $$ quelque chose, ça va apparaître dans les stack traces. D'accord? Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà, en Java, on a tendance à avoir des stack traces énormes. Notez, ce n'est pas une fatalité, hein. C'est un bug des environnements que vous utilisez. On a un moyen de résoudre ce problème-là, c'est d'utiliser le marteau magique. Il suffit d'utiliser invoke dynamique. D'accord? Invoke dynamique, c'est une instruction
où, basiquement, on lui dit ce qu'on veut faire, comment on va... au lieu de que ce soit un appel normal vers quelque chose qui existe, on va faire un appel vers du code qui n'existe pas encore. Et au moment où on aura besoin du code, on va le générer à la volée. Et on va dire, surtout, tu ne le montres pas dans le stack trace. Donc, techniquement, c'est ce qui se passe. Si vous faites un Java C et un Java P sur la version 9, oh merde, j'ai écrit un point 9. Je vais me faire tuer. C'est 9, le nom de la version. D'accord. Alors, c'est un des trucs qui est embêtant, on va y revenir, mais je suis obligé de recompiler. Voilà le code. Donc voilà directement le bytecode qui est généré dans le cas où on utilise la version 9 et on fait une concaténation. On a juste un invoke dynamique qui dit « Fais la concaténation, débrouille-toi ». Vous pouvez voir invoke dynamique comme une sorte de super instruction où on va écrire en Java comment on fait pour résoudre invoke dynamique. Donc vous pouvez aller voir le code. Dans Java Lang Invoke String Concat Factory, vous avez le code écrit en Java, c'est du Java, c'est lisible. Ce n'est pas une optimisation du JIT, c'est une optimisation qu'on va écrire dans le JDK. Beaucoup plus facile d'écrire du Java que d'écrire du C++. Enfin, au moins pour moi, je ne sais pas pour les autres. D'accord. Alors ça marche à peu près de cette façon-là. On va lui dire appelle string concat factory avec ce pattern-là, qui est low /0/0. /0, ça veut dire insère ici le prochain paramètre. D'accord? Parce que j'appelle avec deux paramètres. Mon paramètre qui est mon objet qui correspond à Devox et mon second paramètre qui est un entier qui correspond à 2016. D'accord? Donc c'est quelque chose de marrant. Ça veut dire que réellement vous faites la concaténation de chaînes de caractères, mais pour le compilateur, c'est comme si vous voyez ça avec une expression avec des %s. D'accord? La façon dont c'est vu. C'est comme une chaîne où on met tout ce qui est constant dedans et on met des %s, enfin là des /0 à la place. D'accord? Et techniquement, on a plusieurs stratégies qui ont déjà été implémentées. Oui, alors c'est Alexei Shipelev qui a implémenté les trucs, il est un peu fou. Mais bon, il est russe. D'accord? Donc, on a l'implémentation classique qui va créer le string builder, qui est notre implémentation de base. Et bien sûr, comme on fait ça au niveau du JDK, après le JIT il va pouvoir se déclencher. Mais l'intérêt, c'est qu'on aura fait les toString avant. D'accord? Autre chose, je vous l'ai montré tout à l'heure quand on a vu comment optimiser la VM, on a vu que le string builder ragrandissait le truc. On peut essayer de calculer la taille en donnant une sorte de taille estimée, en utilisant basiquement cette fonction-là, qui est de dire, au pire des cas, d'accord, mes bytes, ils tiennent sur 4 caractères et ce genre de choses-là. Comme ça évite d'aller calculer quelles sont les vraies tailles. Notez, c'est intéressant, hein. Si c'est un long, c'est 20. Si c'est un double, c'est 26. Donc c'est ça le estimate size. Alors pourquoi on a deux variations? Si vous regardez, on en a une où on génère le bytecode en utilisant ASM. Ah oui, c'est un truc que vous savez peut-être pas, mais il y a une version d'ASM à l'intérieur du JDK aussi. GSM. Et on a une version qui utilise l'API des méthodes handle. Normalement, l'API des méthodes handle est plus propre, sauf que on s'est rendu compte qu'il manquait des trucs. Mais ça, c'est pas grave, on peut le faire dans une update après. Donc voilà le code qui est généré par le JIT si on utilise la version où on calcule la taille exacte. Vous avez un code qui ressemble à peu près. C'est pas exactement le même code. D'accord? Je vous demande pas de le comprendre, hein, c'est juste de regarder l'image. Je fais pareil en fait. Je fais semblant que je sais lire l'assembleur et je regarde les images. D'accord? Notez que le code est un petit peu plus gros, hein, si on a regardé. Il y a 6 ou 7 lignes de plus. Alors pourquoi on a 6 ou 7 lignes de plus? Est-ce que quelqu'un sait? Non? Personne suit le développement du JDK 9? Non?
En fait, la plupart des grosses applications utilisent énormément de strings. Énormément. Donc, depuis la version 8 du JDK, il y a eu pas mal de développement pour faire en sorte de réduire l'empreinte mémoire des chaînes de caractères. La première chose qui a été faite, c'est un truc assez génial, c'est au niveau du GC, quand le GC passe, s'il voit qu'il y a deux chaînes de caractères qui ont les mêmes caractères, mais qui ne sont pas les mêmes références, il va les faire pointer le tableau de la string qui est à l'intérieur vers l'autre référence au moment où il fait le GC. Ce qu'on appelle la déduplication des strings. C'est-à-dire que vous avez deux strings complètement dupliquées avec deux tableaux. Au moment du GC, le GC se rend compte que c'est deux fois le même tableau avec les mêmes valeurs, il fait pointer l'un sur l'autre. Alors ça ne marche pas avec tous les GC, parce que c'est un peu chiant à implémenter. Bizarrement, les GC, c'est l'horreur. En fait, techniquement, les GC, c'est facile à implémenter. C'est chiant à débugger. Non? Vous n'avez jamais essayé, c'est pour ça. Donc c'est fait que pour le nouveau garbage collector qui s'appelle G1. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà joué avec. Entre autres, il est activé par défaut si vous utilisez une version, une early build de la version 9. Il ne le sera pas forcément au niveau de la release, mais ça vous permet de tester G1 et ça vous permet surtout que vous remontiez les bugs sur G1. Parce qu'il y a un moment où ça sera, pour les serveurs, le garbage collector par défaut. Parce que normalement il ne fait pas de pause trop longue. Normalement. Elle en fait nettement moins que CMS en tout cas. Donc c'est la JEP qu'on appelle 254. Voilà comment les chaînes de caractères sont codées actuellement dans la version 9. C'est plus un tableau de char, c'est un tableau de bytes. Et on a un autre byte à côté qui nous dit quel est l'encodage qui est utilisé. D'accord ? En interne, ça ne change strictement rien pour vos applications. En interne, les chaînes de caractères, d'accord, ne sont plus codées sur des tableaux de char. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour nous, on s'en fout des Asiatiques, mais pour nous, Américains et Européens, la plupart du temps, les chaînes de caractères tiennent sur 8 bits. Donc par défaut, on a toute une mécanique à l'intérieur. En fait, la concaténation des chaînes a été réécrite. Notez que c'est compliqué parce que quasiment, il y a au moins une quinzaine de méthodes à l'intérieur de Java Lang String qui ne sont pas les méthodes qui sont exécutées. Comme je vous disais, c'est des intrinsiques. C'est-à-dire, vous avez du code Java, quand vous regardez, vous croyez que c'est ce code-là qui est exécuté, mais ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est du code qui est spécialement optimisé au niveau de l'assembleur, parce que tout le monde fait des comparaisons de chaînes de caractères. Equals est écrit directement en assembleur, et ainsi de suite. Donc tous ces trucs-là ont été réécrits, c'est un énorme boulot. D'accord ? Je pense qu'il y avait 15 personnes en tout pour faire ce truc-là. Si on compte les gens qui ont testé, machin, et ainsi de suite, c'est assez énorme. Et l'idée, c'est maintenant les chaînes de caractères qui peuvent être encodées en latin 1 sont encodées dans un tableau de bytes. Les chaînes de caractères qui n'ont pas les caractères qui tiennent sur les 8 premiers bits de l'encodage Unicode utilisent l'UTF-16 normal. Alors notez que ça pose un léger problème de représentation parce qu'on voudrait avoir une sorte d'union pour dire c'est soit un tableau de bytes, soit un tableau de char, mais on n'a pas de ou en Java entre les trucs. C'est un petit peu compliqué. Donc ce qui a été fait, c'est de dire c'est un tableau de bytes, mais on peut les lire 2 par 2. L'assembleur, ça sait faire ce genre de choses-là. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu tant de personnes pour le faire, c'est que l'assembleur, ça sait faire ce genre de choses-là, mais ça veut dire qu'on est capable de lire des bytes qui ne sont pas alignés. Et lire des trucs qui ne sont pas alignés sur les plateformes modernes, des fois, ça se passe mal. D'accord ?
Donc ça m'amène à pourquoi Oracle a décidé de faire ce changement sur les chaînes de caractères. Parce que c'est un changement qu'on voulait faire depuis longtemps, depuis la version 1.7, puis qu'il y a une invoque dynamique, basiquement. L'autre candidat, c'est les varargs. Je ne sais pas si vous avez regardé le bytecode qui est généré quand on a les 3 petits points, mais il crée le tableau à l'intérieur du code appelant. Ce qui fait qu'on a des codes qui sont immenses, juste parce qu'on avait un 3 petits points qui traînait. Donc, comme maintenant, les chaînes de caractères peuvent être représentées soit sous forme de trucs 8 bits, soit sous forme de trucs 16 bits, quand on fait la concaténation, il faut qu'on se pose la question, quand je fais un plus entre un truc 8 bits, est-ce que l'autre d'à côté, c'est aussi un truc 8 bits? Auquel cas, je les mets ensemble, et c'est un truc 8 bits. Donc je peux créer mon tableau de bytes une fois pour toutes. D'accord? Attention, si ça devient un truc 16 bits, il faut que je change le champ codeur. Donc je dois maintenir en plus, dans ma concaténation de chaînes de caractères, d'accord? Si vous regardez vers la fin, j'ai quelque chose qui va me calculer quel est le champ codeur. Donc c'est pour ça que le code est un petit peu plus gros. Notez que ça c'est marrant, hein, dans mon exemple, les entiers, forcément, ça tient sur des trucs 8 bits. Donc réellement, la seule question qui est posée, si on regarde le code qui est JT, c'est est-ce que la chaîne de caractères qui là ici contient dans mon exemple Devox, c'est un truc sur 16 bits ou sur 8 bits. Et l'O, c'est une chaîne constante, on sait que c'est sur 8 bits. Les entiers, on sait que c'est sur 8 bits. D'accord? Donc c'est un des trucs qui est extrêmement intéressant avec les JIT, c'est que le JIT va générer le code en fonction des données que vous lui passez. C'est-à-dire le JIT va regarder quelles sont les données que vous lui passez. Typiquement ici, le code qui est JIT présuppose qu'il sera toujours appelé avec des données 8 bits. Si jamais on l'appelle avec des données 16 bits, bah c'est pas grave, on va trasher le code assembleur, on va ressauter dans l'interpréteur, d'accord? Et au bout d'un certain temps, on va régénérer un nouveau truc qui aura le if. Si c'est 8 bits, on fait ça. Si c'est 16 bits, on fait ça. D'accord? Donc, le Indify String Concat, il s'appelle comme ça, c'est sous forme de JEP. Je ne sais pas si vous avez été regarder les JEP. Allez les regarder, ça vous donne une idée de vers là où va la plateforme. D'accord? Si vous ne savez pas à quoi correspond une JEP, regardez la JEP qui s'appelle JEP 1, qui explique comment marchent les JEP. D'accord? C'est pas très compliqué. N'importe qui peut faire une JEP. N'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. D'accord? Mais quand vous regardez, il n'y a pas que des gens de Oracle qui font des JEP. Notez, sur les 3 personnes qui ont bossé sur Indis String Concat, il n'y avait qu'une seule personne de Oracle. Bon, d'accord, il écrit 75% du code. Nous, on est trop feignants. D'accord? Donc l'idée, c'est que ça utilise Invoke dynamique. L'intérêt principal d'Invoke dynamique, c'est quoi? C'est qu'on peut changer, en fonction du JDK, dans un JDK futur, on va pouvoir dire, non, la façon de faire des concaténations de chaînes de caractères, c'est pas comme ça, c'est différent. Et automatiquement, d'accord, ça sera écrit en Java, ça sera plus écrit en C++ à l'intérieur du JIT, donc ça sera facile à changer. Et donc, dans une update, on peut directement changer la façon dont les chaînes de caractères sont concaténées. D'accord? Alors, j'ai écrit des performances. C'est les performances que j'ai testées sur Maysoft. D'accord? Mais je vous encourage fortement à aller regarder, surtout si vous avez des trucs qui génèrent des strings. Je ne sais pas, des templates ou des conneries comme ça. D'accord? Le gain peut être assez énorme. Là, il y a 2 gros problèmes à ça. Le premier, c'est qu'on doit recompiler. À noter, ça n'arrive pas souvent en Java qu'on doit recompiler. À ma connaissance, il n'y a qu'une autre feature où on a vous avez dû recompiler. Alors c'est pas grave, hein, ça marche quand même, là, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Si vous voulez avoir des gains de performance, il va falloir recompiler. De toute façon, vous utilisez tous Maven, vous recompilez tout le temps, non?
Donc ça va se faire progressivement. Donc ça, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'il va falloir que les autres langages que Java utilisent aussi ce mécanisme-là. C'est ouvert, d'accord ? Il n'y a aucune raison que Scala ou JRuby ou n'importe quel autre langage qui tourne sur la machine virtuelle Java utilise Invoke Dynamic à cet endroit-là. Mais il faudra... Comment ? Il faudra que ça soit fait. Donc je voudrais terminer par ça avant de passer aux questions. C'est des gros changements sur les chaînes de caractères. D'accord ? Entre le changement sur le passé de j'ai une représentation sur 16 bits à j'ai une représentation ou sur 16 bits ou sur 8 bits. D'accord ? Plus, maintenant on utilise Invoke Dynamic pour faire la concaténation de chaînes de caractères. On a potentiellement pas mal de régressions. Ça serait cool que vous téléchargiez la version 9. D'accord ? Vous mettez ça sur votre Jenkins ou n'importe quel autre CI. D'accord ? Et si ça plante, vous loguez juste un bug. D'accord ? Ça nous évitera les problèmes de Lucene avec le JDK7, où on release le truc et 3 jours après, on apprend que Lucene, ça ne marche pas. Bien. Avez-vous des questions ? J'espère que vous en avez. Vous avez 3 minutes 9, 8, 7. Sinon, vous ne sortez pas de la salle. Pas de questions ? Ouais. Je te le lance. Oui, tu as posé la question de pourquoi est-ce qu'Oracle faisait ça maintenant. Tu n'as Ouais. pas vraiment répondu pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Et pourquoi maintenant Pourquoi quoi. ça n'a pas été fait plus tôt ? C'est marqué régression. Là. Mais donc le risque est toujours là. Le risque, il est là, mais dès que tu as décidé de dire je change les représentations de mes strings, finalement, les régressions que tu peux avoir par les concaténations de strings, c'est peanuts. D'accord, ok. C'est donc on cumule les modules et la représentation. Vaut mieux le faire d'un coup plutôt que faire chier les gens deux fois. C'est un peu. C'est comme quand tu ouvres ta route devant chez toi, t'aimes bien que les gens ils fassent tous les trucs d'un seul coup. Effectivement. Cette idée-là. Okay. J'ai une question sur les chaînes qui comportent des combines diacritiques ou des trucs comme ça. Ouais. C'est-à-dire les super caractères encodés sur 2 caractères et qu'on fait que la méthode length l'a bougé, je crois que c'était en 6. Et c'est arrêté de retourner le nombre de cases du tableau parce que quelquefois on prend 2 cases du tableau pour faire un seul caractère. Ouais. Ça va bien se passer avec ça ? Pas plus mal qu'avant. Effectivement, donc le problème c'est quoi ? C'est que 16 bits pour l'Unicode, on est un peu serré. On aurait dû virer le Klingon et mettre autre chose à la place. Non, je rigole. Mais effectivement, il y a des trucs qui sont représentés sur 2 caractères, les code points, basiquement. Et oui, on a décidé il y a longtemps, par compatibilité, de faire en sorte que le length, ça représente la longueur de la chaîne de caractères en considérant les trucs sur 16 bits. Ça ne changera pas. L'autre solution, c'est de passer à 32 bits. Le problème, c'est que si tu commences à voir length qui change de comportement, ça va tout péter. Si tu utilises, je ne sais plus, elle s'appelle code point size ou quelque chose comme ça, la méthode, tu n'as pas de problème. Est-ce que, si c'est ta question, c'est pour les compact strings, pourquoi on n'a pas 8, 16, 32 ? Parce que ça a été testé et que ça ne vaut pas le coup. C'était ça ta question ? Ouais ? Non ? Peut-être. Zut. Autre question ? Là-bas. Alors ma question c'est un petit peu, on a du code existant et souvent mon IDE, il m'a suggéré d'utiliser String Builder. Qui me parle ? Je suis là. Pardon, je n'avais pas vu. Je suis devant. Et donc la question c'est est-ce que le compilateur de Java 9 va être capable lui de reconnaître que mon code c'est le pattern String Builder et le transformer en Invoke Dynamic ? Non. Donc il faut écrire toutes ces méthodes. Pour plusieurs raisons, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur Java doit être le plus con possible. T'as pas suivi en fait. Je te l'ai dit, si tu commences à changer les patterns que génère le compilateur, le JIT il les reconnaîtra pas.
Et justement, c'est la question. C'est comme avant, on essayait d'être intelligent, donc on a utilisé String Builder à l'époque où Java n'optimisait pas. Donc on a plein de de code existants. Non, alors utilisent la String règle Builder. dans quel cas on doit utiliser String Builder ou pas, c'est con, c'est les slides que j'ai virés parce que je pensais que j'avais pas le temps. Mais basiquement, la règle c'est celle-là. Si tu as une boucle, tu dois créer les String Builder à la main. Si tu n'as pas de boucle, tu peux le faire. Tu peux faire tes plus, ça marchera d'autant plus vite. C'est bon, bah merci.